I believe I can fly, I believe I can touch the sky, la 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 la. Oh pardon, je ne vous avais pas vu, toutes mes excuses, on reprend. Ce que vous allez entendre est la troisième et dernière partie des Chroniques d'un Montréal noir. Une enquête exclusive de Noula Luna sur les événements du Roxy, qui seront au centre de la pièce que présente Posthume en mars prochain. Encore une fois, mieux vaut avoir vu les 2 premières chroniques, sinon, vous allez rien entraver. Alors allez les voir, en plus, elles déboîtent, pleines de gangsters old school, de trahison et de suspense qui vont vous donner grave envie de voir cette dernière partie. Jim versus Peggy. Notre journaliste a enfin réussi à décoller l'inspecteur Matson de son zinc, pour l'emmener en balade sur le vieux port et avoir la suite de son histoire. C'est plutôt cool, parce que moi, personnellement, j'en avais marre du bruit de fond et de l'entendre divaguer des heures sur ces histoires. Nous on veut de l'action, et ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on va avoir. Alors bon visionnement et à bientôt sur Google Translate, non pardon, sur Noula Luna bien sûr. Merci petit. Merci de m'avoir sorti de là, je commençais à... Ouais, enfin tu comprends. Merci. Le grand air me fera du bien. T'aurais pas une cigarette? Ah, ouais, merci. Du feu? Je me suis arrêté un paquet de fois dans les dernières années, mais ça marche jamais. Je sais que ça fait un peu cliché, l'ancien flic qui fume en racontant ses histoires, mais bon. Parfois les clichés méritent d'exister, quoi. Alors où j'en étais? Ah ouais. Jim et Peggy. 2 légendes, 2 monstres, 2 saloperies. On va commencer par lui, c'est le plus simple. Jim Nansky, dit Jimmy Lapince, Jim Lavirole ou Jimmy Sourire. Les 2 premiers surnoms lui allaient comme un gant. Le dernier, pas du tout. Alors sûrement une petite pointe d'ironie du milieu. Moi je l'ai rencontré plusieurs fois, mais je l'ai jamais vu sourire. Peut-être qu'il réservait ça à ses victimes, qui sait. Enfin, on s'en fout. C'était un New-Yorkais que Dorlinger avait ramené avec lui à son installation. La légende dit qu'il a tout appris au sein de la Murder Inc. C'est possible, mais ça voudrait dire qu'il était très jeune à cette époque-là. On va savoir. En tout cas, si on n'a jamais pu le prouver, Nansky était définitivement un des canons de Dorlinger sur Montréal. Son bras armé quand il s'agissait de se débarrasser de quelqu'un ou de remettre à sa place un petit sous-fifre. Au poste avec les gars, on pensait qu'il avait en tout au moins, 100 meurtres au compteur. Le tout en additionnant bien sûr sa carrière au sud et au nord de la frontière. Il s'est spécialisé dans le travail au couteau et la balle entre les 2 yeux. Et en général, c'était plutôt propre. C'était pas le seul gars qui faisait le sale boulot de Dorlinger, mais c'était son homme de confiance par excellence. Alors note bien ce point. Quand il a fallu se venger de l'histoire du Roxy, Dorlinger n'a pas envoyé son meilleur homme vers Willy directement, comme on aurait pu l'attendre. Non. Au boss, il a envoyé des seconds couteaux. Bon, pas des anges bien sûr, mais pas son poulain. Non. Jim, lui, il l'a envoyé sur la rue Dorchester. Bon, la rue a changé de nom depuis, c'est devenu le boulevard René Lévesque, je crois. Et pour moi, ça resterait à la rue Dorchester. Avec ses gyrophares qui déchirent la nuit, et le bruit de ma carrière qui se brise. Jim, il l'a envoyé chez Peggy. Peggy O'Malley. Tout un poème, qu'on aurait pu appeler Les Fleurs du Mal. C'était une Irlandaise, un joli petit lot, bien foutu au possible. Elle bossait pour Willy depuis longtemps. Elle avait été serveuse au Roxy pour commencer, quand le club était à lui. Puis elle l'a suivi quand il l'a perdu. Elle a bossé dans 2 de ses clubs par la suite avant de définitivement entrer dans les affaires. Je crois pas qu'elle ait jamais tapiné, mais je peux me tromper. Elle était plus une sorte de vitrine pour Willy. Tu sais, la petite poupée qu'il suivait partout. On doutait bien qu'elle lui servait de messager, de mule ou de diversion, mais on a mis du temps avant de comprendre qu'elle faisait bien plus que ça. Au bout d'un moment, on a commencé à remarquer que les gars avec qui elle passait les soirées ou des nuits avaient tendance à flotter dans le Saint-Laurent le lendemain matin. Au début, on pensait que c'était la jalousie du boss qui leur était fatale. Mais dans les derniers temps, on s'est dit que la jalousie est tombée quand même plutôt bien pour les affaires. Dans les semaines qui ont précédé l'affaire du Roxy, tout le monde au poste était convaincu qu'elle était la tueuse de Willy. Moi, j'avais un doute. Bon, et peut-être, je l'avoue, j'avais peut-être aussi un kick sur elle. Et puis elle a passé la soirée avec Freddy, qui a quitté le Roxy dans sa voiture et qu'on a retrouvé le lendemain flottant entre les bateaux. Un gros trou au milieu du front. Je savais que c'était elle. Mais je voulais quand même la protéger.
Je me suis dit que si moi j'avais compris, Dorlinger l'aurait fait aussi. Je te l'ai dit, c'était un malin. Alors je l'ai appelé ce matin-là pour lui poser des questions. Bien sûr, elle a tout nié. Elle m'a dit qu'elle avait vendu sa voiture à un type un mois plus tôt et qu'elle savait même pas que Freddy était mort. Foutaise. Alors je lui ai demandé de venir au poste pour une déposition. Je me disais qu'elle serait plus en sécurité avec nous le temps que ça se tasse. Et là, ça s'enchaîne très vite. Je sais ce que t'attends de moi. Tu veux des détails sur la journée. Mais la vérité, c'est que moi, j'étais pas sur place. J'ai pas vu grand-chose. Par contre, j'ai ramassé les morceaux après. Alors si tu veux des faits, en voilà. Jim est entré chez elle ce matin-là. Les deux tueurs se sont trouvés face à face. Et 3 mois plus tard, Carmine De Galante, sur les ordres de Joe Bonanno, arrivait à Montréal pour devenir le nouveau boss. Et là, ni Willy ni Dorlinger ne se sont interposés. Quant à Jim et Peggy, ce qui s'est passé exactement, ça restera un mystère. On peut que se parler en conjecture. Et ce qu'on a retrouvé dans cet appartement-là en rentrant, ça défie la logique. Désolé petit, je voulais pas te décevoir. Attends. Par contre, j'ai peut-être quelque chose pour toi. J'ai entendu dire que certaines personnes avaient des infos. Tiens, regarde. Posthume, c'est ça. C'est une sorte de groupe. Ils montent une pièce de théâtre bientôt. Du 15 au 22 mars, dans un festival. Attends. Adlib, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Une salle au cœur du parc La Fontaine. Calix à la vallée. Je connais pas leurs sources. Mais un gars, eux, est venu me parler. Il voulait savoir exactement ce que j'avais dit à Peggy au téléphone. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que c'était le dernier truc qui lui manquait pour finir la reconstitution et que la pièce allait commencer par ça. Mais là, j'ai tiqué. Et je lui ai demandé par quoi elle allait finir. Parce que tu comprends, moi, le début, je le connais. Mais pas la fin. Et bah, tu sais ce qu'il m'a répondu ? Il m'a fait un grand sourire. Il m'a regardé dans les yeux. Et il m'a juste sorti. Réponse le 15 mars à 20h. Alors petit, je sais pas pour toi. Mais moi, je sais très exactement où je serai et ce que je ferai le dimanche 15 mars à 20h pile.